Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir le général Grégoire de Saint-Quentin, qui est actuellement senior vice-président projet avancé de Préligence. Bonjour mon général et merci beaucoup d'être avec nous. C'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je vais vous poser un certain nombre de questions qui forcément, de par votre passé, sont très intéressantes vis-à-vis des gens qui nous écoutent, entre l'entreprise et votre carrière dans l'armée, bien sûr. Alors la première question, mon général, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Donc moi, général Grégoire de Saint-Quentin. Donc vous l'avez dit, depuis 3 ans, j'ai quitté l'armée, je suis chez Préligence. Donc une société qui fait des solutions d'intelligence artificielle pour la défense et le renseignement. Voilà, donc ce qui était une start-up il y a 3 ans quand je suis arrivé, qui aujourd'hui maintenant est plutôt une scale-up qu'une start-up. Bon, évidemment, avant j'ai fait une carrière militaire, je dirais complète, puisque je suis parti à l'âge de la retraite chez les militaires à 59 ans. D'accord. Donc actuellement j'en ai 62. Voilà, donc j'ai commencé à 20 ans et donc j'ai passé 39 ans sous les drapeaux et j'ai fait un parcours complet qui va de Saint-Cyr jusqu'au grade de général. Voilà, il y a eu un parcours qui se résume beaucoup à pas mal d'opérationnels en fait. D'accord. Pas mal d'opérationnels, aussi le service outre-mer, parce que quand je suis sorti de Saint-Cyr, j'ai choisi l'arme des troupes de marine. Et donc j'ai servi plusieurs fois outre-mer, en Afrique et également dans les DOM-TOM, pour des séjours longs avec ma famille. D'accord. Voilà, donc pas uniquement des missions. Et puis j'ai un gros marquant force spéciale, puisque je suis rentré dans ce monde-là en 1989, quand ça démarrait en France, parce qu'on pourra y revenir si vous voulez, mais il y a une coupure dans les traditions, dans l'histoire française des forces spéciales. Et, ça a vraiment redémarré en 1990-91 avec la création du commandement des opérations spéciales. Donc moi j'ai fait un parcours complet dans les unités, et principalement dans une d'entre elles, le premier PIMA SAS, qui est à Bayonne. Et j'ai été jusqu'à être général commandant les opérations spéciales, donc à la fin de ma carrière. Donc voilà, ça a été mes 3 marquants, l'opérationnel, l'outre-mer et les forces spéciales. Alors pour bien comprendre, moi qui ne suis pas issu de l'armée, les forces spéciales, pour expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est. Alors, c'est toujours la question qu'on pose, mais qu'est-ce qu'une force spéciale? Oui. Bon, aujourd'hui, c'est des unités qui sont spécialement entraînées pour des missions particulières, qui ressortent grosso modo de l'action commando, c'est-à-dire l'action, ce qu'on appelle du faible au fort. Quand il s'agit, par un effet de levier, parce qu'on est un petit nombre, d'atteindre un objectif stratégique par la surprise le plus souvent. Et on arrive à maintenir cette surprise parce qu'on a des petits volumes d'hommes, mais très déterminés, très équipés, très entraînés, qui arrivent à faire quelque chose qui n'est pas forcément accessible à une unité dite conventionnelle. Voilà. C'est ça les forces spéciales. D'accord, donc une prise de risque souvent assez forte avec peu d'hommes très entraînés pour un objectif précis et pointu. Mais la prise de risque, elle est plus importante parce que la préparation, l'entraînement, la sélection des personnels est plus importante. Donc on peut monter la gamme de risques, on peut augmenter le risque parce que à la fois dans la sélection et l'entraînement du personnel, je l'ai dit, mais aussi dans la façon dont on conçoit la mission, on se met des couvertures sur ce risque quand même. Voilà. On couvre un risque qui, pour une unité conventionnelle non entraînée dans ce but, serait plus important, voire inacceptable. Voilà. C'est ça la valeur ajoutée. C'est là la création de valeur, pour employer un terme de l'entreprise. Mais donc, si je comprends bien, couverture de risque, c'est par l'entraînement, c'est par du travail préparatoire amont que vous considérez que vous allez pouvoir diminuer le risque ou en prendre plus et qui sera acceptable, c'est bien ça? C'est déjà par un travail de sélection du personnel et d'entraînement. Voilà. Une sélection qui n'est pas uniquement une sélection basée sur le physique, mais qui est également basée sur les dispositions psychologiques. Et dans ces dispositions psychologiques, la capacité à travailler avec les autres. Voilà. Je comprends. La capacité à interagir avec les autres. En d'autres termes,
On ne cherche pas forcément à avoir des gens qui ont un QI supérieur à la moyenne ou qui font des tests décathloniens au niveau Jeux Olympiques. On veut des gens qui soient effectivement forts dans leur tête, forts physiquement, les deux sont souvent liés d'ailleurs, Oui. mais également qui ont une aptitude à travailler avec les autres. Donc les gens qui sont un peu égoïstes, renfermés sur eux, même s'ils sont super bons dans les autres domaines, ce n'est pas forcément les gens qu'on va sélectionner. Je comprends. Donc ça, c'est le premier. On travaille avec de la matière, voilà, si je puis dire, de la ressource humaine qui est sélectionnée, à qui on donne un entraînement particulier. Ça n'empêche pas que chaque mission, on repose le problème de la mission. C'est pas, tiens, on a fait comme ça la dernière fois, on va refaire la même chose. Bien sûr, on va réemployer les choses. Mais on va toujours considérer une opération spéciale dans ce qu'elle a de propre, l'environnement dans lequel on va la faire, le milieu. Et même si elle ressemble à la mission précédente, on va la préparer de façon très détaillée pour mettre un maximum de chances de notre côté. Et c'est à ce compte-là qu'on garde l'effet de surprise qui est l'effet qui nous assure le succès. Si ça commence il y a des choses qu'on a mal calculées dans le déroulement de la mission, que ça commence à merder, passez-moi l'expression, ça va commencer à partir en vrille. On va perdre sur le timing, par exemple, on va perdre quelque chose qui, à la fin, fait qu'on a une catastrophe. Voilà. Je comprends. Ok, merci beaucoup. Il y a pas mal d'exemples dans l'histoire des opérations spéciales de choses qui ont marché, mais aussi qui n'ont pas marché, parce que justement, il y avait un certain nombre de ce qu'on appelle dans notre jargon les canons conformes qui n'avaient pas été vus. Je comprends très bien. Merci beaucoup, mon général. Alors, la première question, elle est assez simple. Quelle est votre définition du mindset ? Alors, le mindset. Je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Que le mindset, la traduction quasiment littérale, c'est l'état d'esprit, en fait. L'état d'esprit face à quelque chose. Donc, il y a une espèce de vision première qui n'est pas forcément la mienne, qui est de dire comment on voit les choses. Quelles sont tes dispositions d'esprit face à tel ou tel événement, telle ou telle situation. Je pense que le mindset, ça va un peu plus loin que juste une vision, c'est-à-dire quelque chose d'un peu contemplatif. Je pense que le mindset, c'est en fait le moteur qui anime la façon dont on fait les choses. Et ce moteur, il fonctionne... on a un peu abordé en parlant des forces spéciales, il fonctionne avec 3 ou 4 paramètres. C'est les dispositions intellectuelles, les dispositions psychologiques, dispositions mentales, mais surtout les dispositions humaines, ce que dans l'armée on appelle le savoir-être. Voilà. Et je pense que c'est ce moteur-là qui fait qu'on fait les choses d'une façon ou d'une autre. Moi, la meilleure traduction, c'est un terme anglais, la meilleure traduction que je trouve, c'est pas finalement les dispositions d'esprit ou l'état d'esprit, je pense qu'il y a plus le mental en réalité. Ce qu'il y a derrière le mental, c'est un peu ça. Le mental, c'est comment je recompose l'émotionnel, le psychologique et l'intellectuel en permanence face à une situation et comment tout ça établit mon mental à moi face aux situations de la vie. Voilà. Je comprends. Voilà. Et comment ce moteur m'anime. Je pense que si c'est juste une considération de vision, de contemplation, si je puis dire, il y a des moments où on a un état d'esprit positif, d'autres où on a un état d'esprit négatif. Je pense qu'on ne va pas assez loin, on ne voit pas assez en 3D ce que le mental représente, qui est beaucoup plus comment je me... au-delà des considérations du temps, ce matin je me suis levé du mauvais pied ou je ne sais quoi, quel est le moteur qui me fait agir, qui me mobilise dans ma vie. Et chacun a un moteur différent. Certains, d'ailleurs, peuvent être contemplatifs, c'est pas le sujet. Hein. Il n'y a pas c'est pas péjoratif ce que je dis. Hein. Voilà. Je comprends. Donc le mental, le moteur, très, très, très intéressant. Donc pour moi, c'est assez clair, votre définition. Et maintenant, la définition du général, vous, c'est quoi votre mindset, mon général ? Personnel ? Oui. C'est encore autre chose. S'il fallait le résumer, je pense qu'il y a plutôt l'esprit de décision. Voilà. D'accord. Dans le sens où j'aime faire les choses. Voilà. D'accord. Voilà. J'aime l'action, j'aime que les choses avancent. Voilà, j'aime l'efficacité. J'aime pas tellement les gens qui expliquent en permanence comment on va se passer des choses quand on a besoin d'eux.
D'accord. Voilà. J'aime plutôt les gens qui disent « Ok, j'ai pas forcément la réponse, mais je vais y réfléchir et je reviens vers vous ». Voilà. Moi, je suis dans cette dynamique-là, qui est une dynamique d'action et donc de décision. J'aime analyser une situation, la considérer la plus froidement possible pour ce qu'elle est, et puis après prendre une décision, puis après on y va, quoi. Et on fait les choses et on avance. Je Voilà. comprends. Alors, la question qui se pose à ce moment-là, c'est est-ce que je suis né comme ça ou est-ce que c'est l'armée qui m'a transformé comme ça? Puisque, en fait, j'ai été habitué à prendre des décisions... très tôt. Oui, très tôt, mais comme tous les chefs militaires. Mais je dirais que plus on monte en grade, plus on prend des décisions qui ont de l'impact sur de plus en plus de gens. Forcément. Voilà. Le fait est, c'est que j'y ai pris goût et que c'est quelque chose qui m'anime, voilà, véritablement. Et donc développer une vision, décider, et puis fédérer pour faire quelque chose ensemble, pas forcément, c'est pas trop mon truc de faire les trucs tout seul. Je suis pas un solitaire. Je pense que c'est ça mon mindset. Merci beaucoup, mon général, c'est très clair. Donc maintenant, dans une carrière militaire comme la vôtre, comment le mindset a accompagné ce que vous êtes aujourd'hui? Je pense qu'il y a une partie de la réponse qui est difficile à trancher, c'est la question que je posais tout à l'heure. C'est est-ce que c'est l'armée qui m'a structuré comme ça ou c'est moi qui étais comme ça? Moi, je pense qu'objectivement, non, avec un peu de recul, oui. C'est un peu les deux. Oui. Voilà. Et je pense que j'avais l'aptitude à ça, mais que l'armée, et c'est vraiment sur le côté assez fort de cette institution, aide les jeunes, parce qu'on ne commence pas en étant général à 55 ans, on commence à 20 ans, oui. On rentre à l'Académie militaire de Saint-Cyr, on en sort, on a appris plein de choses, mais on ne connaît rien de la vie, comme tous les gens qui sortent d'école. Voilà. Après, il faut se confronter aux situations, au commandement, c'est quoi être un chef. Voilà. Et ça, je trouve que le cursus militaire est extrêmement bien organisé parce que progressivement, pour les gens qui ont le potentiel et qui suivent en fait finalement cette évolution, qui arrivent à se mettre au niveau à chaque fois qu'on les fait monter d'une responsabilité, qui arrivent à montrer qu'ils ont même encore la possibilité de faire celle d'après, il y a un accompagnement. Et moi, j'ai beaucoup apprécié, notamment les premières années de ma carrière, où j'ai eu des chefs ou des égaux de gens que je pouvais regarder et qui m'ont inculqué, je dirais, les bonnes pratiques, quoi. Voilà. Je comprends. Soit par l'observation, soit parce que je me suis planté, qu'on m'a corrigé. Et ça, c'est très fort parce qu'en fait, quand on arrive à 24 ans dans un régiment de parachutistes comme moi, bon, on sait ce qu'on vaut sur le plan physique et sur le plan intellectuel, mais en fait, on n'a jamais été confronté à commander tout d'un coup une trentaine d'hommes. Bien sûr. Voilà, et l'autorité, c'est pas uniquement sur le claquement de doigts. L'autorité, elle est conférée par le grade, elle est conférée par la position, mais tout le monde sait qu'une autorité, ça s'entretient tous les jours, ça se légitime, et c'est pas en faisant claquer son galon. Ça ne marche pas, ça marche 5 minutes. Et en tout cas, ça ne marche jamais dans les situations difficiles. Oui. Voilà. Donc, donc, tout ça, ça s'acquiert. Et l'armée fait assez bien ça. Et puis, il y a dans la carrière des moments où on retourne un peu à l'école, où on réfléchit à des nouveaux sujets. Donc, on ouvre un peu, après une première partie qui est très terrain et qui est essentielle. C'est aussi une particularité de l'armée sur laquelle il y a quand même beaucoup, ça fait réfléchir beaucoup de gens aujourd'hui, c'est on commence par expérimenter les choses à la base. Oui. On a des responsabilités voilà, de terrain, on se confronte au réel tout de suite. On n'est pas tout de suite dans les étages d'un état-major à prendre des décisions dont finalement on ne connaît pas très bien les conséquences parce qu'on ne les a pas éprouvées soi-même. Donc l'armée expérimente les gens et les forme régulièrement. Donc moi, 2 fois dans ma carrière, je suis retourné à la fois à l'école de guerre, qui est aussi un échelon pour... il faut franchir un cap. Bien sûr. Voilà, c'est une sélection aussi. Et puis après, j'ai fait l'Institut des hautes études de défense nationale quand j'étais colonel, donc avant de passer au général. Donc là, c'est encore autre chose, avec une confrontation à beaucoup de responsables civils différents, des échanges, une capacité à expliquer les problématiques de défense. Donc là, on n'est plus
dans le groupe de force spéciale qu'on emmène à l'assaut, mais dans quelque chose de... Voilà. Mais en fait, et c'est ça qui est formidable, ça fait des carrières qui sont extrêmement riches. En tout cas, moi, la mienne a été particulièrement riche et j'en serai jamais assez reconnaissant à l'institution militaire de m'avoir amené dans ces niveaux de responsabilité, et notamment mes 9 dernières années avec le grade de général où j'étais en opération tout le temps, en fait. Voilà. Oui. Qui est quand même, quand on aime ce métier, c'est là où ça se passe. C'est là où ça se passe et c'est là où tout le monde a envie d'être. Et à la fin, entre généraux 4 étoiles, il n'y a pas 36 postes comme ça. Bon, moi, j'ai eu la chance de l'avoir. Et je suis, encore une fois, très reconnaissant de ce que l'institution m'a amené, soit à travers mes chefs, soit à travers les postes qu'on m'a donnés, soit à travers les subordonnés que j'ai eus aussi, qui m'ont beaucoup appris. Voilà, et je pense que mon mindset a été transformé au fur et à mesure, même si certainement j'avais... sinon je ne serais pas arrivé là, probablement. Bien sûr. J'avais les aptitudes nécessaires au départ. Et on peut avoir les aptitudes et puis vriller. Hein, oui, bien sûr. À n'importe quel moment. Et c'est là où il faut avoir été bien formé au départ. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une vraie... On commence par le terrain, si je fais le parallèle avec l'entreprise, au moins on comprend ce qui se passe sur le terrain au début. On va se former dans les bureaux ou à l'école, on retourne sur le terrain pour ne pas s'enfermer dans sa tour d'ivoire et bien savoir quand un jour on est dans un bureau et qu'on commande et qu'on est au plus haut grade, ce qui se passe vraiment, et on continue à aller sur le terrain. Exactement. Et ça... Alors, l'armée française, c'est une armée qui est c'est une organisation qui est multiséculaire. Oui. C'est pas né avant-hier, quoi. Il y a eu un moment où, après la défaite de 70, entre autres choses, l'armée française a analysé son échec total, 1870. D'accord. Un échec total contre la Prusse. Dans ce qui n'allait pas, il y avait les soutiens, qui n'était pas dans la main des chefs militaires. Et il y avait aussi autre chose, c'est qu'on n'avait pas un corps d'état-major, d'officiers d'état-major, comme les Allemands ou les Prussiens, à l'époque, en avaient créé un. Et donc, on a créé à ce moment-là l'école de guerre et des officiers d'état-major. Le problème, c'est que ces gens-là, on les a sélectionnés, ils s'estimaient relativement distingués, donc ils portaient même un brassard autour de l'épaule pour bien montrer qu'ils avaient fait l'école qui allait bien. Le problème, c'est qu'au début de 14, je sais pas, tout le monde se souvient que ça a été une abominable boucherie. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une césure entre les officiers qui, dans les états-majors, donnaient des ordres et les officiers qui étaient au contact de la troupe et qui voyaient bien que quand on est en pantalon rouge, on ne monte pas à l'assaut des mitrailleuses. Donc il y avait un problème d'adaptation de doctrine au fait que l'artillerie et la mécanisation du feu nous fauchaient la jeunesse française par centaines et par milliers. Il faut rappeler que Verdun, c'est 1000 morts par jour. Quelle horreur. Voilà. Et donc, cette césure entre l'officier d'état-major qui dit faites, et puis celui qui a officier aussi, mais qui doit faire avec ses hommes, et à un moment, ça collait plus. Voilà. Je comprends. Je ne suis pas historien, mais ce qu'il faut retenir derrière l'idée, c'est que ça, dans la carrière des officiers encore aujourd'hui, on alterne ce qu'on appelle les temps de troupe, au contact de la troupe, je comprends, avec les temps d'état-major, parce qu'il faut quand même des officiers d'état-major, mais il faut que les officiers d'état-major soient expérimentés de ce qu'ils ont fait et savent ce qu'ils peuvent demander ou pas demander aux gens. Voilà. Parce qu'eux-mêmes, s'ils ont 2 sous d'honnêteté intellectuelle, ils se disent non mais est-ce que j'aurais aimé recevoir cet ordre Il ne faut pas donner des ordres qu'on n'aurait pas aimé recevoir. Je comprends. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Je comprends très bien. Je reviens sur un point dont vous parliez tout à l'heure. Vous êtes arrivé donc en haut de la hiérarchie militaire. Comment ça fonctionne, moi qui ne connais pas bien cette institution? Vous êtes arrivé, vous étiez donc général 2, 3, 4 étoiles. On peut aller jusqu'où et qu'est-ce qui fait? Où est-ce qu'on s'arrête? Et en même temps, ça prouve aussi la qualité de ce que vous avez fait. Oui, il y a 4 niveaux. Il y a 2 grades, c'est une curiosité. Il y a le général de brigade, général de division, qui sont les 2 premiers grades. D'accord. Et après, c'est des distinctions. Ok. Voilà. Bon, c'est une subtilité. D'accord. Mais bon, on porte plus d'étoiles. D'accord. Voilà. Donc 4 et 5. Voilà. Donc moi, j'ai été jusqu'à 5.
Mais ça s'arrête là. Donc vous êtes allé au maximum du nombre de distinctions Bah oui, enfin j'ai été au maximum de mon grade. Voilà. D'accord. Non, mais c'est impressionnant. Il y en a combien des généraux qui sont arrivés en France à ce niveau-là non, mais rassurez-vous, il y en a tous les ans. J'ai été remplacé. Hein. Oui. Voilà, mais des 3 étoiles dans l'armée de terre, des 5 étoiles dans l'armée de terre, il y en a 3. Voilà. D'accord. 3 ou 4. Ok. Si maintenant on change de focus, on parle maintenant de l'armée française en tant qu'institution, quelle serait la culture de l'armée française selon vous? Et peut-être avant quelques mots de ce que c'est qu'une culture d'entreprise ou la culture d'une institution selon vous? Alors, c'est un vaste sujet, parce que qu'on parle de culture d'entreprise ou de culture de l'armée française? Parce que c'est un peu les deux choses. Moi, je vais déjà parler de l'armée française. Oui, très bien. Après, on verra si les deux peuvent se rejoindre. Je pense que, d'abord, l'armée française, elle est plurielle, pour employer un mot de notre époque. Oui. Voilà. L'armée française, c'est des armées qui ont été constituées au fur et à mesure des siècles, d'abord sur la terre, puis sur la mer, la marine nationale, puis dans les airs à partir des suites de la guerre de 14. Voilà. D'accord. Donc ce sont des corps qui ont une culture propre, qui ont une culture de leur milieu, voilà, qui est liée à leur milieu, à la façon dont ils se battent, voilà, et à la façon dont ils vivent tous les jours, dont ils s'entraînent et dont ils se battent. Donc, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais j'ai quand même fait beaucoup d'interarmées, c'est-à-dire j'ai beaucoup commandé d'officiers des 3 armées. On voit bien qu'il y a une armée qui est liée au milieu terrestre avec le combat terrestre. Ses particularités, c'est que c'est un milieu difficile. Il y a des hauteurs, il pleut, il fait froid. C'est un milieu difficile qui n'est pas un milieu homogène comme le milieu aérien, par exemple. Je comprends. Ou même le milieu maritime. Je ne dis pas que c'est pas difficile d'affronter les tempêtes. Hein. C'est pas ce que je veux dire. C'est que se battre sur ce milieu, et on le voit en Ukraine, peut aboutir, quand on est bien organisé de part et d'autre, à des situations de gel. Parce que le terrain est difficile à manier. Il y a de l'adhérence, il y a de la viscosité. Les éléments jouent beaucoup dans l'accomplissement de la mission. Voilà. Pour gérer toutes ces difficultés, on a créé ce qu'on appelle des armes. C'est-à-dire, il y a le génie, donc les gens qui vous aident à vous affranchir des difficultés du terrain. Vous avez l'infanterie qui est l'arme qui tient le terrain, véritablement. Hein, et donc, on voit toutes ces tranchées aujourd'hui, je prends la guerre en Ukraine. C'est des fantassins qui sont dans, c'est ça l'infanterie. Voilà. Ils montent à l'assaut, ils défendent, éventuellement ils font une défense ils font des actions défensives en cédant du terrain, ce qui s'est passé récemment. Voilà, l'arme blindée, donc les chars qui sont faits pour percer, l'artillerie qui est fait pour appuyer à longue portée, donc éventuellement donc tout ça, c'est des composantes qui ont aussi leur propre culture. Je comprends. Et ce qui fait que tout ça a une culture propre, c'est le fait de combattre ensemble. En fait. C'est qu'on a besoin d'assembler tout ça, de faire ce qu'on appelle de l'interarme pour que ça fonctionne. Je pourrais être moins disert sur la marine et l'armée de l'air, parce que c'est pas mon milieu d'origine, mais la marine parle beaucoup de l'esprit d'équipage. D'accord. Elle parle beaucoup de cette culture. Ils sont sur les bateaux et quand même dans un milieu qui peut être potentiellement particulièrement hostile, loin de tout, avec pas forcément des soutiens immédiats. La culture d'équipage ou de la marine, elle lui est vraiment propre. Elle est très particulière. Et l'armée de l'air, c'est la vitesse. Hein, c'est la capacité à faire des actions fulgurantes. Et je pense que d'abord, ça influe sur le recrutement des gens. Voilà, les gens que vous attirez en fonction de tout ce que je viens de dire ne sont pas les mêmes. C'est pas forcément les mêmes. Voilà. Après, ce qui nous réunit tous pour avoir commandé les opérations interarmées de l'armée française, et là où il y a effectivement peut-être le mindset, pour employer le terme, de l'armée française, c'est certainement, je pense, le sens de la mission. Voilà. D'accord. Je pense que, moi je l'ai vu, hein,
Évidemment, il y a des chapelles, des clochers, des garde-boutons. Tout le monde aime bien jouer d'ailleurs là-dessus à l'extérieur en disant oui, ils s'entendent pas entre eux, etc. Mais en fait, en réalité, dès qu'il y a une mission, moi je me suis toujours rendu compte qu'il n'y avait aucun mal à fédérer les officiers des trois armées parce que le but poursuivi nous fédère. Et que souvent, cette mission, surtout quand on lui donne du sens, elle est extrêmement enthousiasmante, en fait. Intervenir au profit d'une situation pour la rétablir, c'est où on voit qu'on va mettre de l'énergie, personne ne compte son temps, il n'y a pas d'histoire de faire des heures ou pas faire des heures, tout le monde est sur le pont, pour employer un terme marin. Et ben ça galvanise, en fait. En tout cas, ça soude, ça fédère. Et je pense que la culture de l'armée française, qui est une armée dite d'intervention, qui a l'habitude d'être projetée dans des situations critiques, eh bien, c'est celle-là. Voilà. Et j'espère qu'elle ne se perdra pas. En tout cas, moi, pendant plus de 30 ans, j'ai baigné là-dedans. Et je veux dire que c'était assez fantastique. Et encore une fois, ça a influé sur l'homme que je suis aujourd'hui, en fait. Je comprends. Donc, en fait, quand vous dites la culture de l'armée française, le point clé que vous venez de citer, c'est aller dans une direction commune vers un objectif commun qui donne du sens. Et là, il n'y a pas de guerre de clochers, tout le monde va dans le même sens, que ce soit la terre, la mer ou l'air. Et ensuite, comment est-ce que ça va s'incarner concrètement? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autres aspérités qui vont caractériser la culture de l'armée française réunie avec ces trois air, mer et terre? Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont affichés, entre guillemets? Est-ce qu'il y a des comportements qui sont encouragés? Oui, mais alors ça, c'est le comportement et puis c'est les valeurs de l'État militaire. D'accord. Parce que, évidemment, je vais peut-être commencer par ça, ce qui nous réunit tous, c'est l'État militaire. Quand vous êtes terrien, aviateur ou marin, vous vous engagez dans l'armée à servir le drapeau, à porter un uniforme, à respecter les codes, à appliquer la discipline, à être rigoureux. L'article 1 du statut général des militaires, vous êtes disponible en tout lieu et en tout temps. En tout lieu et en tout temps. Oui, okay. ça veut dire que il n'y a pas d'histoire de dire que vous êtes fatigué ou je ne sais pas quoi. Voilà. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'on peut être malade. On ne peut pas être malade, bien sûr, on peut être malade. Mais en tout cas, vous êtes... c'est pour ça qu'on ne parle pas de travailler dans l'armée. Oui. On emploie le terme de servir. Tout à fait. Voilà. Et donc, avec ses grandeurs et ses servitudes, l'État militaire est quelque chose qui donne du sens, qu'on est dépassé par quelque chose, et on est dans une organisation qui vous porte pas mal, qui est hyper structurée. Alors, certains vous diront c'est trop structuré. Ça ne correspond pas forcément à toutes les individualités. Je comprends. Mais moi, ce que j'ai observé, c'est que il y a aussi des gens qui rejoignent nos rangs parce qu'ils trouvent justement quelque chose d'assez structuré, d'assez lisible. Et il y a des gens qui ont besoin de ça. Et d'ailleurs, moi je trouve que c'est plutôt une qualité. Mais bon, oui. Encore une fois, je suis mauvais juge parce que je suis partisan. J'ai passé 40 ans dans la boutique. Mais je pense que donner un cadre, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, il y a des gens recherchent. Un cadre et du sens. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, moi je le sens dans mon activité actuelle, mais même de façon générale, en parlant autour de moi dans un univers qui est totalement civil, il y a un vrai intérêt pour les questions de défense et de sécurité. Tout ça, c'est des choses qu'on retrouve dans outre le fait de servir le pays, dans les motivations d'engagement des gens. Après, chacun aussi a des motivations individuelles particulières. Bien sûr. Il y a autant de motivations qu'il y a de militaires, mais il y a des constantes qu'on retrouve. Et c'est un peu celle que je viens de décrire. Je comprends. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que si on fait le parallèle avec l'entreprise, ou de la culture de l'entreprise, on parle d'un drapeau, on parle d'un uniforme, on parle de valeurs en commun, on parle de servir, on parle de sens. N'importe quelle entreprise aujourd'hui rêverait, entre guillemets, ou beaucoup d'entreprises, d'avoir un engagement aussi important. Mais si on regarde le résultat ou les enjeux
de l'armée, on parle de vie ou de mort, on parle de guerre, et on parle de gens qui peuvent mourir. Et donc, si on réfléchit tout haut, on peut se dire que cette organisation hyper structurée, elle se doit d'être hyper structurée parce qu'en face, ce sont des questions de vie ou de mort. Complètement. Mais c'est pour ça que c'est là que la comparaison avec l'entreprise s'arrête. Oui. Voilà. Et c'est pour ça que la culture d'une armée, elle ne peut pas être par nature comparée à la culture d'une entreprise. Après, une entreprise, c'est bien qu'elle ait de la cohésion, etc. On pourra y revenir après. Mon propos n'est pas de juger l'un par rapport à l'autre. Non, c'est de je dis juste différents. que la finalité de l'armée, c'est quand même de fonctionner quand plus rien ne fonctionne. Oui. Voilà. Une armée, ça doit fonctionner quand c'est le chaos. Voilà. Oui. Et voir, ça doit remettre de l'ordre dans le chaos. Voilà. Autant que faire se peut. C'est pour ça que toute l'organisation, tout le fonctionnement, toutes les valeurs qui l'animent dépendent de cette finalité. Je comprends. On l'a un peu oublié ces 30 dernières années, puisqu'on avait cru qu'on n'aurait plus jamais la guerre. Voilà. Alors depuis 2-3 ans, ça rétropédale sec, et on commence à se redire qu'il faudrait peut-être que l'organisation, et notamment celle des armées, elle soit, pour employer un terme qui est par contre beaucoup de l'époque, résiliente. Tout à fait, ouais. Pourquoi il y a des postes qui sont doublés dans l'armée ? Si je vous fais passer une grille de lecture RH, coût, etc., et rendement et rentabilité, vous dites non mais attendez, ça sert à rien. Il faut l'enlever. Mais il y a certains postes qui sont doublés parce que juste on anticipe qu'il y a des gens qui vont mourir. Hein. Oui. C'est aussi ça. Et qu'à la fin, on a des organisations, à la fin du combat, on a des organisations qui fonctionnent avec finalement peut-être beaucoup moins qu'une organisation, je dirais, de nature privée comme l'entreprise. Oui. Parce que c'est le combat des restes, c'est là où on voit on combat avec ce qui reste. Aujourd'hui, je ne suis pas expert de l'armée ukrainienne, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils ont moins d'officiers à l'encadrement qu'ils en avaient au début de la guerre. Bah c'est sûr, ou en tout cas, ils en forment à vitesse accélérée et pas forcément avec le même degré de finesse qu'ils auraient aimé avoir s'ils étaient en temps de paix, qu'ils avaient le temps de le faire. Donc voilà. Et aujourd'hui, on voit bien que de la part des gens qui sont aux commandes, qu'il y a une considération pour ce que je viens de dire, c'est-à-dire il ne faut pas trop déshabiller les organisations militaires. Il faut qu'elles puissent réagir par elles-mêmes, parce que quand plus rien ne va, normalement, il y a encore elles qui fonctionnent. Oui, je comprends très bien. Voilà. Je comprends très bien. Et il faut s'imaginer le Covid, mais avec le chaos, parce que le Covid, il n'y a pas eu le chaos, en fait. Finalement. Oui. Le Covid, on n'était pas sous la pression d'une menace existentielle. Ce que j'appelle le chaos, c'est la menace existentielle. Pour soi et pour la collectivité qu'on représente. C'est à ça que ça sert une armée, c'est à se défendre contre ça. Vous parliez donc des opérations spéciales. Est-ce que, en termes d'adrénaline et de leadership, de mindset, alors je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais quand mindset, vous partez dans une opération spéciale à, je ne sais pas, 20 personnes de manière cachée dans un pays, etc., comment est-ce qu'on vit ça et comment est-ce qu'en tant que chef on réussit à arriver à ces résultats, quoi. Il faut un sang-froid extraordinaire, j'imagine. Oui, en fait, l'entraînement permet beaucoup ça. Oui. C'est-à-dire, on ne peut pas représenter... l'entraînement, c'est jamais le réel. Hein, voilà, oui. Mais on peut l'approcher. D'accord. Ce qui importe, c'est de partir dans des opérations où on a confiance en soi. Déjà, je pense que ça, c'est important. Et le système militaire aide. Moi, j'ai vu des jeunes prendre confiance en eux, arriver en n'ayant pas du tout confiance en eux. Et quand on les amène progressivement par l'entraînement et à surmonter des difficultés, mais pas en leur mettant une montagne à franchir dès le premier jour, mais en les amenant progressivement par paliers, à prendre confiance en eux, en leurs capacités. Et souvent, c'est ce qu'ils nous disent quand ils partent. C'est oui. Ce pourquoi ils nous remercient. Voilà. Et donc, il faut avoir confiance en soi, confiance dans le système qui vous entoure, évidemment confiance en ses chefs et confiance dans ses équipements. Voilà. Et donc, tout ça composant une capacité opérationnelle. Et quand on a ça, on va au bout du monde.
Voilà. Alors oui, il y a de l'adrénaline, mais notre rôle à tous, c'est de gérer à la fois l'adrénaline, de gérer la pression, de gérer le stress. Mais encore une fois, c'est aussi beaucoup l'entraînement qui permet ça, de prendre sur soi, voilà, de maîtriser sa peur, parce qu'en fait, tout le monde a peur. Oui. Voilà, et de prendre son courage à deux mains, et puis d'y aller. Et c'est quelque chose qu'on vous apprend, mais quasiment en arrivant, c'est savoir que vous n'êtes pas seul. Oui. C'est-à-dire que vous comptez pour quelqu'un et que quelqu'un compte pour vous. C'est pour ça qu'il y a l'espèce de terme ou de pratique du binomage. Quand on est au combat, on a toujours ce qu'on appelle un binôme. C'est-à-dire on a quelqu'un qui n'est pas loin, avec qui on travaille, avec qui on s'entend bien, avec qui on s'est entraîné, etc. Et qui est votre binôme. Ce gars-là peut vous sauver la vie. Hein. Oui. D'abord dans le combat, parce qu'on s'appuie mutuellement, mais même si vous arrive quelque chose, moi je vais vous prendre un exemple que j'ai vécu quand j'étais patron des opérations spéciales. Il y avait un assaut qui se déroulait au Sahel, et donc il y a un garçon du 1er PMA qui monte sur une dune pendant un assaut, et là en fait il y avait un tir embusqué qui n'avait pas été décelé, et il est touché au fémur, mais surtout à la fémorale. C'est-à-dire il prend une balle qui sectionne la fémorale. Il fait nuit noire. C'est les premières secondes de l'assaut, donc ça tire de partout. Tout le monde est occupé. Il n'aurait pas eu son binôme, qui avait mentalisé, mémorisé tous les gestes, lui a pris son garrot dans sa trousse et l'a garrotté juste en dessous du bassin, des hanches. Il serait mort. En fait. Oui. Le binôme, donc c'est pas pour parler spécifiquement du binôme, c'est pour dire que on est interdépendant, on interagit, et quand on compte sur les autres, faut soi-même être à la hauteur s'ils comptent sur vous. Je comprends. Et ça, c'est très mobilisant. Moi, je pense que ça amène beaucoup à se dépasser. Ce que j'ai, moi, vu ce que je retiens des forces spéciales, c'est cette espèce de cocktail entre l'exigence dans l'accomplissement de la mission, hein, avec cette culture de l'opérationnel qu'il y avait dans l'unité que j'ai commandée, qui est juste incroyable, et puis l'estime qu'on a pour l'autre qui fait qu'on ne veut pas le décevoir, et qui est un facteur de motivation et d'élévation, en fait. Voilà. Donc tout ça, c'est extrêmement important, et on apprend qu'on est d'abord un collectif. Les individus supérieurs en tout, y compris les généraux, en fait, en réalité, ça n'existe pas. Ou alors, si ça existe, ça peut être dangereux. Voilà. Ce qui fonctionne à la guerre, c'est le collectif. Voilà, parce qu'on n'est rien sans les autres, y compris les généraux les plus brillants. Il en faut. Oui. Il faut des gens qui montent le cap, il faut des gens décidés, il faut des gens qui savent les ordres qu'ils vont donner, les conséquences des ordres qu'ils vont donner. Mais tout ça, c'est une collectivité. Hein, je comprends. J'ai une autre question concernant la vie corporate, la vie d'entreprise. Quand on a une carrière comme la vôtre et qu'on atterrit, entre guillemets, dans l'entreprise, ça doit faire un effet un peu curieux, parce que c'est pas la même adrénaline, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes problématiques. À quel point est-ce similaire ou très différent, ou comment vous avez vécu cette transition ? Alors, bonne question. Pas facile, j'imagine. Non, pas facile. Il y a deux choses. La première, c'est que moi, c'est une double transition. C'est-à-dire que c'est la transition de l'armée au privé. Oui. Mais c'est surtout la fin d'une carrière. Oui. Voilà. Donc, c'est quand même un moment où, finalement, moi, j'ai été dans l'action, vous l'avez compris, jusqu'au dernier moment. L'adrénaline, je l'ai eu jusqu'au dernier moment. Oui. Et tout d'un coup, brutalement, tout s'arrête. Oui. Au-delà du fait d'aller travailler dans le privé, cette adrénaline-là, elle s'arrête. Ça, faut un peu de temps pour l'absorber. J'imagine, ouais. Voilà. Après, sur le privé, qu'est-ce qu'on fait après ça ? Il y a des officiers généraux qui choisissent de ne pas travailler. Oui. Il y en a d'autres qui font du bénévolat. Il y en a d'autres qui
vont dans tout un tas alors là, c'est très ouvert. Il y a des gens qui font des choses très différentes et très utiles. Bon, moi, je me souviens d'une phrase que m'avait dit la personne qui m'accompagnait dans cette transition. Elle m'avait dit alors vous, votre problème, ça va être de remplacer une adrénaline par une autre. Voilà, sachant que vous pouvez faire le deuil, ce que vous avez vécu, vous ne pouvez pas le retrouver ailleurs. Donc voilà, mais bon, le deuil, chacun sait que c'est un processus long. Voilà. Donc moi, je me suis tourné vers les startups parce que ce qui m'a toujours motivé, et c'est à la fois ce que j'appelle l'esprit pionnier, c'est-à-dire pouvoir innover là où on est. Oui. Et quand j'ai rejoint les forces spéciales, j'avais ça dans la tête. Je me disais, à cet endroit-là, je pense que ça... J'ai pas commencé là-dedans. J'ai pas commencé dans cette unité. J'ai commencé dans d'autres. Mais très vite, j'ai demandé à les rejoindre parce que je me suis dit, en fait, en termes de créativité, d'innovation, il y a beaucoup plus de choses à faire. Parce que c'est beaucoup plus souple et on peut faire peut-être plus de propositions. Et de ce côté-là, j'ai été comblé. Je comprends. Voilà. Et je me suis dit, finalement... Essaie de retrouver ça dans un secteur entièrement nouveau, pas complètement, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille encore dans le monde de la défense et du renseignement, mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, dont aujourd'hui on parle, c'est le buzzword numéro 1, mais il y a 3 ans, pour la défense en tout cas, on n'en parlait pas tant que ça. Et globalement, en France, pas aux États-Unis et en Chine, mais en France et en Europe, tant qu'il n'y a pas eu ChatGPT, la bascule intellectuelle, c'est pas faite. C'est vrai. Et pour tout le monde, hein, il me semble. Voilà. Et là, depuis, ça ne fait qu'accélérer. Tout à fait. Dans le privé, mais aussi... parce qu'en fait, l'IA, c'est comme l'électricité, ça va toucher tous les secteurs d'activité. Et donc, jusqu'à quelle dose, comment, etc. Mais ça va toucher tous les secteurs d'activité. En tout cas, tous ceux qui sont numérisés. Donc, c'est-à-dire la plupart. Tout à fait. Et donc ça touche aujourd'hui, mais au départ, si vous voulez, on explore. Aujourd'hui, chez Préligence, on explore de nouvelles solutions en se demandant est-ce que ça correspond aux besoins, ça va correspondre aux besoins des militaires, comment est-ce qu'on peut dialoguer avec eux, comment est-ce qu'on peut co-construire. J'ai l'impression qu'on a une lampe de poche. Hein, le marché en tant que tel n'existe pas. Le marché de l'analytique, il faut le créer. Jusqu'à présent, c'est les hommes qui faisaient ce que l'IA et les agents intelligents qu'on met au point peuvent faire en aidant à contenir la ressource humaine pour traiter la donnée et en plus en accélérant la cadence du travail puisque bon, un ordinateur travaille toute la journée, ne se fatigue pas, etc. Voilà. Donc ça, c'est quand même complètement nouveau. Et moi, j'ai choisi d'aller là-dedans, d'abord par goût personnel parce que j'ai toujours pensé que malheureusement, on n'avait pas assez, en tout cas à l'époque où j'étais dans les opérations, recours aux solutions numériques. Et j'avais déjà pris quelques initiatives dans ce domaine quand je portais encore l'uniforme. Et rentrer chez Préligence, pour moi, c'était à la fois prolonger ça et encore une fois, aller chercher l'adrénaline, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, parce qu'elle n'est pas comparable à celle d'avant, du pionnier. Voilà. Je comprends. Et très honnêtement, j'étais assez comblé en fait. Hein. D'accord. Voilà. Bah oui, parce qu'on voit aujourd'hui que moi je ne suis que depuis 3 ans et demi, mais la société a 7 ou 8 ans maintenant, et que on est dans le vrai, quoi. Voilà. D'accord. On est dans le vrai et qu'il y a un vrai avenir pour toutes ces solutions. Et ce qui est bien, c'est que vous avez fait le pont finalement entre votre carrière d'avant et aujourd'hui, puisque quand on parle d'IA, on parle aussi de souveraineté des nations à travers cybersécurité, et j'en passe. Donc, J'ai fait le pont, effectivement, et tout ça est assez logique, à la fois sur le fond du sujet comme sur la pratique qui correspondait à ma pratique à moi des choses qui avancent, où ça bouge. Et où on a une liberté de création. Oui. Voilà. Oui. C'est important pour mon mindset. Mon mindset, c'est ça aussi. Très besoin de liberté. Voilà. Et mais après, il faut savoir faire des sacrifices sur autre chose. Hein. Oui. J'ai un ami qui m'a dit si tu rejoins les startups, on ne pourra plus jamais te dire que tu connais que les grosses organisations. Ce qui est vrai, parce qu'à la fin,
Bon, l'armée, c'est 250 000 hommes. En tant que patron des opérations, j'avais un état-major de 300 personnes. Enfin, c'est une machine de guerre, mais c'est une machine quand même assez imposante. Et là, du jour au lendemain, je me suis retrouvé, à l'époque, chez Préligence, on était 50. Hein. Oui. Donc, bon, il faut reprendre le sujet à la base. Je comprends. Voilà. Une transition qui est pas toujours facile, mais le projet était motivant. Ok, merci beaucoup. Alors peut-être une dernière question simple pour conclure. Est-ce que vous avez aujourd'hui un point de vue, un conseil, une suggestion sur ces sujets pour les gens qui nous écoutent, qui sont soit des dirigeants, des patrons d'entreprise, des entrepreneurs, des cadres sup ou des gens curieux sur ce sujet de mindset et de culture? Les organisations qui fonctionnent bien, qu'elles soient civiles ou militaires, elles fonctionnent toujours selon les mêmes principes. C'est juste la finalité qui est différente. Elles fonctionnent toujours sur les principes surtout aujourd'hui, de compréhension de l'autre, que ce soit son client, pour les militaires de l'adversaire. Oui. Mais le client n'est pas l'adversaire, c'est là où déjà ça diffère. Le client, c'est quelqu'un qu'on cherche à associer à soi parce que on souhaite lui apporter de la valeur. Et puis compréhension de l'autre, compréhension des gens qui sont autour de soi pour en tirer le meilleur et avancer ensemble dans la même direction. Et ça, je crois que c'est des principes intangibles. Et donc, je ne vais pas faire des grandes phrases ou des lieux communs sur l'humain, mais c'est aujourd'hui, justement, au moment où l'IA va nous débarrasser de tout un tas de tâches pas forcément sympas et plutôt réparbatives, je pense qu'aujourd'hui, concentrer ses ressources sur tout ce que la machine ne peut pas faire, c'est-à-dire la sensibilité, l'émotionnel, l'humain, l'approche des choses parce que notre humanité permet de meilleur, à mon avis, c'est pas du temps perdu. Hein. Très bien. Merci beaucoup, mon général, de votre présence. J'étais ravi de vous accueillir aujourd'hui. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, ouais.